Cyril Yao, coach en développement personnel, assistant RH diplômé d'histoire à l'université d'Abidjan et diplômé du CESAG à Dakar. Je sais que vous intéressez à l'actualité politique, l'actualité internationale. Le président Ouattara, il est à son deuxième mandat et récemment, il a fait modifier la Constitution. Est-ce que vous pensez que c'était une modification opportune? Est-ce qu'elle est utile pour le développement de la Côte d'Ivoire, dont il a la gestion depuis quelques années? D'accord, donc pour l'instant, nous ne pouvons pas affirmer, puisqu'il n'y a pas encore de désir de briguer un troisième mandat. Donc, nous pensons que la modification de la Constitution, il va pour le bien des Ivoiriens, concourt au bien des Ivoiriens, et que c'est eu égard à un certain nombre de visions politiques que cette modification a été faite. Donc, pour l'instant, nous observons. Et qu'est-ce qui vous fait dire que ça peut être pour le bien de la Côte d'Ivoire? comme je le dis, même je l'avais dit dans mon ouvrage, il y a un certain nombre de visions politiques que forcément nous ne maîtrisons pas, que les hommes politiques maîtrisent. Donc nous observons et voilà, on observe pour voir ce que ça va donner. Mais tant que l'opposition est bien traitée, tant que l'économie du pays marche comme cela devait être, je pense que nous observons et on observe, le peuple aussi observe la réalité économique, la réalité politique du pays. Mais les opposants pensent que c'était une modification qui est faite en vue de placer ces hommes. Est-ce que vous le pensez ainsi? Bon, je dis, il ne faut pas d'abord tirer des conclusions hâtives, il faut observer. Nous sommes en politique, il faut observer et voir ce qui va arriver. Alors, dans l'ensemble, à titre personnel, depuis qu'il a pris le pouvoir, il est à son deuxième mandat. Qu'est-ce qui a été fait de concret que vous avez vu? Moi, je pense qu'il faut, saluer le travail qui a été abattu et qui est toujours abattu. Il faut saluer le travail au niveau des infrastructures. C'est quoi ce qu'il a réalisé? Les routes et tout, et tout est à saluer. Voilà, donc tout est à saluer, les ponts et tout ce qui a été construit, tout ce qui est comme infrastructure, tout ce qui est comme dynamisme nouveau dans le pays. Donc tout est à saluer, mais je dirais qu'encore il y a des efforts à faire, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et il faut tenir compte aussi d'une réconciliation, de l'aspect réconciliation véritable, la réconciliation dans les cœurs, dans les esprits, pour que l'Ivoirien se sente véritablement à l'aise dans son propre pays. Et je pense que cet aspect-là, nos gouvernants actuels doivent en tenir compte. Je pense que le procès Gbagbo, avec la crise qui a permis d'arriver à cette étape-là, a profondément divisé le pays. Aujourd'hui, Gbagbo est jugé à La Haye et il y a une pétition qui est en cours pour demander sa libération, qui a obtenu déjà 26 millions de signatures, je crois. Est-ce que vous pensez que ce préalable à la réconciliation est vraiment fondé? Est-ce que ça a raison d'être? Est-ce que la libération de Gbagbo, c'est vraiment un gage pour une réelle réconciliation? Oui, je ne pourrais pas affirmer réellement que c'est un gage, mais je dis que chaque peuple a un leader, chaque groupe politique, chaque mouvement politique a un leader. Et lorsque vous emprisonnez un leader ou un leader incarcéré, cela a quand même un impact sur la vision des disciples. Donc je veux dire, le parti du président Gbagbo a quand même eu plus de 40% de voix lors des élections. Donc voilà, donc c'est plus de 40%, près de la moitié des Ivoiriens qui soutiennent encore le président Gbagbo. Donc je veux dire, sa libération va créer une sorte de boom aussi dans le cœur des Ivoiriens et tout. Et c'est le rêve de tout Ivoirien, c'est de voir tous les leaders politiques réunis, rassemblés, vraiment réconciliés entre eux. Et cela va libérer beaucoup de choses dans le cœur des Ivoiriens. Okay, mais Pascal Affi-N'Guessan, qui était l'un des hommes forts du régime Gbagbo et qui est toujours aujourd'hui responsable du FPI, dit que l'image de Gbagbo passe aujourd'hui mal dans l'opinion. Je pense que l'échec, entre griffes, du FPI aux dernières élections législatives est dû au fait de l'image de Gbagbo. Donc, en quelque sorte, il demande une rénovation, n'est-ce pas, du FPI qui ne soit pas rattaché à l'image de Gbagbo. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, nous sommes en Afrique et la vision du parti politique en Afrique est quand même différente de la vision de l'Occident. C'est-à-dire qu'en Afrique, on ne suit pas réellement une idéologie politique, mais on suit un leader. Il faut tenir compte de tous ces aspects. Par exemple, on vote beaucoup par népotisme, en tenant compte
de nos sentiments, je veux dire, religieux, de notre attachement ethnique et tout. Donc l'Africain n'est pas encore, comme le dirait le président Chirac, l'Africain n'est pas encore mature, n'est pas mieux pour la démocratie. Donc nous n'avons pas encore eu cette vision où nous suivons l'idéologie d'un parti, mais on suit plutôt l'individu. Donc il est indéniable que lorsqu'un leader est incarcéré, forcément cela produit un impact, je dirais, négatif sur la vision des membres de ce parti. Donc on ne peut pas nier un leader, je dirais, depuis l'indépendance d'un parti et en si peu de temps, voilà, faire fi de ce leader et puis vouloir construire le parti. Et nous sommes en Afrique. Ailleurs, ça aurait été possible, mais en Afrique, c'est quand même difficile et ce sera difficile d'enlever cela dans l'esprit des Africains. Comment voyez-vous l'avenir de la Côte d'Ivoire après Ouattara et probablement après la libération de Gbagbo? Oui, je vois une Côte d'Ivoire rayonnante, une Côte d'Ivoire réconciliée. Mais ma vision de la Côte d'Ivoire n'est pas forcément une vision, je dirais, politique. Je dirais, nous devons arriver à atteindre un stade où c'est le peuple qui conditionne le politique, je veux dire. Et nous devons atteindre ce niveau de démocratie où on ne voit pas forcément l'homme politique comme celui qui est le chef réel. Il n'est que le chef de l'État, mais en réalité, c'est nous qui le plaçons. C'est nous qui plaçons l'homme politique. Et tant que nous avons cette conception que lorsqu'un régime est au pouvoir, donc on va boycotter l'activité de tel régime, le programme de tel régime, parce qu'on veut placer nos frères et nos sœurs au pouvoir ou dans l'administration, l'avenir, je dirais, de la Côte d'Ivoire sera toujours biaisé, puisque il faudrait qu'on tienne compte de tous ces paramètres. Tenir compte de tous ces paramètres, ça dit qu'une Côte d'Ivoire rayonnante où on tient compte de tout cela, on tient compte de l'opinion de tous, l'opinion de la maman qui est au marché, du cadre de telle entreprise et tout. Et c'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons. La Côte d'Ivoire du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, où toutes les ethnies, il n'y a pas d'ethnie minoritaire, toutes les ethnies sont valorisées, où le politique ne joue pas sur l'aspect identité pour pouvoir atteindre ses fins. Voilà. Alors, Cyril Yao, je pense, dans votre livre, vous parlez justement du terme émergence qui est en vogue aujourd'hui. Et la plupart de nos pays, ils ont des plans de développement stratégique, comme vous en avez parlé. Le Sénégal, le Gabon, la Guinée, le Bénin. Le problème, c'est que tous vont à Paris pour faire leur show, pour collecter les fonds auprès des bailleurs. Est-ce que ça, c'est opérationnel à votre avis? Oui, comme je le lis dans le livre, l'émergence est devenue une sorte de concept économique. Un concept économique au Sénégal, par exemple, on parle de PSE, plan Sénégal émergent, et tout dépend de la vision. L'horizon, la Côte d'Ivoire, on parle d'horizon 2020, les pays comme le Cameroun 2030, Sénégal 2035. Voilà, donc tout dépend des horizons, il suffit des objectifs. C'est tout à fait méritoire, c'est tout à fait salutaire, mais il faut se donner les objectifs pour atteindre ces plans-là. Et comme je le dis dans le livre, il faut d'abord se baser sur ses propres ressources, ses ressources internes. Il faut se baser sur ses ressources internes. Vous allez prendre ces ressources internes. Oui, mais nous avons des ressources, nous avons du potentiel. Les Africains ont du potentiel, les Africains peuvent créer de l'économie. Lorsque vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas besoin de tendre la main. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de tendre la main à l'Occident. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un ragissement structurel pour pouvoir planifier son économie. Le Sénégal n'a pas forcément besoin de ça. Le Sénégal est un atout, est une puissance diplomatique en Afrique. Le Sénégal peut utiliser sa puissance diplomatique pour émerger. Lorsque vous prenez un pays comme l'Espagne n'est pas une puissance, je dirais, agricole, ni une puissance industrielle, mais l'Espagne vise, par exemple, sur le tourisme, qui est un atout important pour le pays. Le tourisme est la première activité génératrice de revenus en Espagne. Lorsque vous voyez un club comme le Real Madrid, vous voyez un club comme le FC Barcelone, vous êtes content parce que vous aimez ce pays, vous avez une image positive de ce pays grâce à ces clubs. Donc voilà tant de choses que nous devons valoriser dans nos cultures, dans nos valeurs. Et il ne faut pas toujours tendre la main aux bailleurs étrangers parce que je me dis, l'aide étrangère, c'est juste un appoint, mais ça ne doit pas constituer la base de nos plans de développement économique. Et vraiment, je vise une émergence, je vois une émergence basée sur nos valeurs, sur nos capacités, nos ressources. Alors, la question du franc CFA défraie toujours la chronique. Il y a des gens qui défendent encore cette monnaie-là. Il y en a aussi qui disent qu'il est temps de se libérer de cette monnaie coloniale-là qui fait que l'Afrique enrichit la France. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est clair que l'Afrique enrichit la France avec le franc CFA et la conversion des devises et tout. Le franc encore divisé, le franc de l'Afrique
de l'Ouest n'a pas la même valeur que celui de l'Afrique centrale. Déjà, ça pose problème. Et les économistes africains essaient de décrire, de dénoncer cela. Mais je dis, avant d'aborder même les questions monétaires, est-ce que nous sommes d'abord unis? Est-ce que nous formons vraiment une véritable unité? Est-ce que nous allons tous au même niveau? Je dis, les questions monétaires sont certes essentielles, puisque l'économie, la monnaie, c'est l'étiquette, je dis même l'identité même du pays, c'est la valeur économique, c'est l'identité économique du pays. Je veux dire de la population, mais je veux dire, il faut d'abord asseoir la base, arriver à faire comprendre cela. Je dis, ce n'est pas le politique qui va mener ce combat, mais c'est le peuple. Lorsqu'il aura compris un certain nombre de choses, nous allons nous affranchir. Et déjà, si on veut mener un combat politique personnel que le peuple ne comprend pas, ou même que les autres dirigeants, il n'y a pas une solidarité sous-régionale et tout, je pense qu'on court à notre propre tête. Et nous savons déjà quelque chose lorsque nous parlons de la question d'unité monétaire. Voilà. Donc votre avis, c'est que quitter la zone franc, c'est trop tôt? On peut quitter, mais c'est trop tôt de le penser maintenant? Oui, moi je pense qu'il y a d'abord des bases. Il faut d'abord asseoir les bases. Et il faut d'abord asseoir les bases et une unité. Lorsqu'on parle par exemple de l'UEMOA, de la CEDEAO, nous devons véritablement avoir une union économique et monétaire ouest-africaine. Ce n'est pas réel en ce moment. Nous avons une union, je dis, l'union économique, avant c'était l'UEMOA, l'union monétaire, la libre circulation des biens et des personnes. Est-ce que cela est véritablement réel? Lorsque vous êtes dans un pays, par exemple, je suis en Côte d'Ivoire, que je vois le Sénégalais qui a du mal, qui a du mal à circuler. Je suis au Sénégal, je vois par exemple le Guinéen et le Malien qui n'est pas forcément, je dirais, à 100% à l'aise alors qu'il est dans la même zone. Je dirais, voilà, il y a beaucoup de questions qu'il faut régler. Je pense que là, les dirigeants, il y a maintenant une carte CEDEAO. Voilà, voici autant de choses que nous devons déjà mettre sur le point et ensuite tenir compte aussi de l'apport économique de chaque pays. Lorsqu'on parle de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire contribue à 40%. Donc la dévaluation a certes été bénéfique pour certains pays, mais pas forcément pour le pays majoritaire dans la zone. Donc il faut tenir compte de tous ces aspects. Voilà. Donc l'unité économique, il faut tenir compte d'un certain nombre d'affaires, de l'apport économique des différents pays dans nos économies et tout. Donc le CFA... le CFA dans l'euro, il y a aussi des avantages. Voilà. C'est quoi les avantages? Voilà, la conversion, les devises et tout. Vous voyez un pays comme le Nigeria qui a souvent des problèmes pour pouvoir évaluer, pour pouvoir convertir sa monnaie, le Naira. Donc, nous sommes sous la tutelle, certes, du Trésor français, mais le fait que le CFA appartienne à l'euro quand même nous permet quand même de convertir facilement nos devises. Donc, c'est quand même... c'est pas quand même que c'est une même mise occidentale à 100%, mais quand même, elle nous est quand même bénéfique lorsqu'il s'agit de conversion et tout. Mais je dirais qu'un pays qui veut s'affranchir, une zone économique qui veut s'affranchir, a besoin de sa propre monnaie. Ce qui est sûr, est-ce qu'on peut dire que les inconvénients face aux avantages sont insignifiants? Je veux dire, il est important que nous ayons nos propres monnaies. Il est important que nous ayons nos propres monnaies, mais il faudrait que nous soyons compétitifs. Il faudrait que nos pays soient compétitifs, et c'est cela. Nous avons des pays qui ont leur propre monnaie. Nous avons le Ghana à côté de la Côte d'Ivoire qui a sa propre monnaie. Voilà, le Ghana qui est quand même une puissance montante au niveau démocratique, au niveau économique et tout. Imaginez un pays comme le Ghana qui a une monnaie commune avec la Côte d'Ivoire, avec le Nigeria, mais c'est un boom économique dans la zone CEDEAO. Donc voilà, une monnaie commune au niveau de la CEDEAO, c'est possible, mais il faudrait que nous soyons réellement compétitifs au niveau économique. Et c'est très important. Alors, que vous inspirent les élections qui ont eu cette année en Afrique? Au Bénin, on a eu un nouveau président. En Gambie, il y a eu élection, mais le président qui a reconnu sa défaite refuse de partir. Peut-être que les semaines à venir, il va y avoir un développement par rapport à ça. Et il y a quel pays encore? Au Gabon, il y a eu des élections où l'opposant réclame sa victoire, mais le président sortant est resté au pouvoir. Oui, je pense que l'Afrique avance à sa manière, l'Afrique avance à son rythme et on ne peut pas subir une forme de démocratie étrangère. L'Afrique avance à sa manière, à son rythme. Et ces 2 dernières années, fini les coups d'État. Il y a plus de vous n'entendez plus parler de coups d'État, coups d'État militaires et tout. C'est-à-dire que l'Afrique avance. Donc la démocratie, je dis que chaque pays a sa manière à lui de fonctionner et nous devons tenir compte des réalités de ce pays-là, de l'environnement culturel et tout.
de la conception de ce pays-là, du thème démocratie, c'est très important. Lorsque vous prenez un pays comme les États-Unis, la forme de démocratie des États-Unis n'est pas pareille à celle, par exemple, de la France. Vous prenez l'Espagne, il y a un royaume, le Maroc et tout. Vous prenez, par exemple, les élections récentes aux États-Unis où Madame Hillary a gagné avec a eu plus de 3 millions de voix. A eu 3 millions de voix de plus que le président actuel, le président voilà, populaire et populiste. Mais il a remporté parce qu'il a eu le plus grand nombre d'électeurs. Donc c'est une forme de démocratie à l'américaine, mais ce n'est pas imposé par quiconque. Donc, mais qui est de plus en plus contesté par certains. Oui, c'est contesté. Mais pourquoi c'est contesté? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi c'est contesté? Parce que ça existe depuis longtemps. Les États-Unis, on dit que c'est le pays le plus démocratique au monde. Pourquoi c'est maintenant que c'est contesté? C'est contesté parce c'est parce qu'il y a quelqu'un qu'on ne veut pas qui vient au pouvoir, qui prône un système économique qui n'est pas toujours accepté par l'Occident ou même par les autres puissances. Il faut le voir. Donc je vais dire, il faut une démocratie. Pas forcément dans son camp. Voilà, justement. Il faut une démocratie qui arrange le peuple. Ce n'est pas une démocratie qu'on nous impose. Et c'est cela. Il faut une démocratie. Et nous sommes en Afrique, il faut tenir compte d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire que il faudrait que les dirigeants soient à l'aise et que les dirigeants... vous savez, nous sommes encore dans certains pays où on voit le président d'Afrique comme un roi. Et c'est un royaume. Et on voit le président comme un roi. Et tout cela, il faut que les populations comprennent. Et si nos populations n'ont pas encore compris ces éléments, je dirais, la démocratie aura du mal à fonctionner. Donc voilà, il faut tenir compte de l'environnement de chaque pays et il ne faudrait pas qu'on nous oblige une forme de démocratie qu'on ne peut pas supporter. Vous pensez qu'on doit laisser Yahya Jammeh gouverner, faire un mandat de plus? La Gambie est un État de droit, donc il y a des lois. Mais quand les lois ne sont pas respectées, on fait quoi? Quand les lois sont impuissantes, il faut faire recours à la force. Oui, je dis la réalité elle est là, elle est implacable. C'est que il y a eu élection, le président sortant a avoué la victoire de l'opposant et tout. Donc nous sommes dans une situation où le président devrait quitter le pouvoir. Et voilà, mais je dis, puisqu'il y a une médiation, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Elle a déjà échoué. Hein. Les gens envisagent une autre option, qui est l'option militaire. Est-ce que l'option militaire va arranger le peuple gambien? Est-ce que l'option militaire va arranger le peuple gambien? On a vu par exemple on a vu le cas de la Syrie, on a vu le cas de la Côte d'Ivoire. Est-ce que l'option militaire va arranger le peuple gambien? Est-ce que ce n'est pas des fins étrangères? Il faut tenir compte de tout cela. Donc je dirais qu'il faut une médiation qui n'est pas forcément instrumentalisée, mais une médiation qui tient compte des réalités du peuple. Les réalités du peuple, les réalités du pouvoir en place. Je pense que c'est l'aspiration du peuple qu'il a exprimée. Mais il faut tenir compte des réalités, il faut avoir des aménagements. C'est-à-dire que lorsqu'un président quitte le pouvoir, que demain vous lui dites par exemple qu'il serait incarcéré dans telle prison où il y aura des poursuites judiciaires, je pense que pour l'Africain, ne sont pas encore... En Europe, c'est possible actuellement, parce qu'ils ont un niveau de démocratie quand même assez élevé, mais en Afrique, c'est parce que mettre un leader, un guide en prison, c'est mal compris, mal vu par tout un ensemble. Mais on a un qui a mal géré, qui a quitté le pouvoir et qui est au Bénin. Oui, ça rien passé. Oui, mais c'est possible. Mais je veux dire, il faut tenir compte des réalités de chaque pays, de chaque population. Et il faudrait qu'il y ait quand même de facilité, une certaine nombre de facilité pour nos dirigeants, pour qu'ils puissent sortir, je ne dirais pas librement, je dirais une certaine facilité, un certain nombre de facilités, pour qu'il n'y ait pas forcément des poursuites judiciaires. Et cela fait que souvent la démocratie est quand même un peu biaisée. On a le cas par exemple au Congo. Je ne pense pas que Joseph Kabila est menacé par une quelconque poursuite. C'est pourquoi il n'organise pas l'élection pour sortir. Je dirais, nous ne maîtrisons pas réellement toute la réalité politique au Congo. Nous ne maîtrisons pas tout l'environnement politique au Congo. Mais la constitution est là, il faut juste la respecter. Quand le temps des élections vient, il faut les tenir et puis voilà. On continue, la vie continue, comme ça se passe au Cap-Vert, au Ghana ou au Bénin. Oui, je dirais, oui, il faut partir, mais je dis toujours, il faut laisser le peuple congolais décider. Une médiation doit tenir compte de la décision du peuple. Donc, la réalité est là. Aujourd'hui, au Congo, l'Église catholique mène une médiation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. Donc, nous attendons la médiation de l'Église. On attend que les protagonistes trouvent un accord. Nous attendons la médiation de l'Église, mais l'idée que je défends, c'est que, effectivement, pour une maturité démocratique, il faudrait une alternance. Et certains pays le réussissent parfaitement, comme le Ghana, le Sénégal et tout. Il faut une alternance. Mais je veux dire, derrière cette alternance, il ne faudrait pas qu'il y ait de poursuites toujours, de poursuites judiciaires.
Et lorsqu'il y a des poursuites judiciaires, il y a une sorte de crainte, de peur. Et nos leaders souvent sont amenés à s'accaparer le pouvoir et tout. Donc voilà un peu, il faut tenir aussi compte de cela. Et j'ai dit, il faut tenir compte surtout de l'environnement économique, l'environnement culturel du pays, l'environnement propre au pays. Il faut tenir compte de tous ces éléments. Et voilà. Autrement dit, même quand vous gérez mal, quand vous bradez les ressources du pays et que le moment vient de partir, on vous laisse parce que vous risquez de vous accrocher. On ne déclenche aucune procédure pour que vous rendiez compte. Non, je ne conditionne pas la mauvaise gestion, je ne conditionne pas la fraude, mais je dis qu'il faudrait tenir compte d'un certain nombre d'aspects parce que l'Afrique est quand même fragile. Nos populations sont encore fragiles, donc il faut tenir compte d'un certain nombre de facilités, mais je ne conditionne en aucun cas une mauvaise gestion et tout. Il peut y avoir des poursuites. Aujourd'hui en Europe, enfin, il y a des poursuites contre des ministres. On voit le cas en France, des ministres, des anciens présidents et tout. Voilà, mais parce qu'ils ont atteint un certain niveau de maturité, je dirais, démocratique et tout. La presse joue réellement son rôle. Le peuple comprend réellement le programme d'un candidat, alors que réellement en Afrique, ce n'est pas encore le cas. Donc, vu notre état actuel, notre niveau de démocratie, je dirais, il faut tenir compte aussi d'un certain nombre de facilités pour que nos dirigeants puissent laisser le pouvoir sans de véritables poursuites. Voilà. Ok, Cyril, nous allons parler un peu de l'actualité internationale. Et cette année 2016 a vu deux présidentes de la République destituées. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je veux parler de Dilma Rousseff au Brésil et de Madame Park en Corée du Sud, dont la destitution définitive est en cours. Qu'est-ce que cela vous inspire? Donc, je pense que pas qu'on ne doit pas faire confiance aux femmes, puisque on prône on leur reproche la même chose, la mauvaise gestion, la corruption, des scandales. Donc, je dirais, ce n'est pas seulement un président qui gère un pays, c'est un pays, c'est un système. Et lorsque système a un responsable. Oui, mais lorsque vous prenez par exemple le cas du Brésil, la présidente pointe du doigt certaines puissances étrangères qui ont une mainmise, qui lui en veulent en griffe. Donc je dis, il faut tenir compte d'un certain nombre d'aspects. Je dirais, il faut laisser le peuple décider. C'est ce que je dis. Il faut laisser le peuple décider. Il ne faut pas se cacher derrière, se voiler derrière le Parlement et autres, et puis destituer. Le Parlement représente le voilà. peuple. Oui, le Parlement représente le peuple, mais je veux dire. Oui, mais il faut tenir compte d'un certain nombre d'aspects. Comme je le dis, il y a un certain nombre d'aspects que nous ne maîtrisons pas forcément. Donc, la politique n'est pas toujours ce que nous voyons. La politique, il y a toujours des aspects que nous ne voyons pas. Et si ces femmes sont destituées, d'abord, si elles sont destituées, je ne cautionne pas, je ne maîtrise pas forcément l'environnement réel du pays, mais je dis qu'il faut tenir compte d'un certain nombre d'aspects. Le fait est que c'est quand même des populations qui le réclament, c'est les populations qui descendent dans la rue qui réclament que les personnes partent. Oui, mais je sais que j'aurais aimé une information, je dirais juste, parce que lorsque les populations le réclament, les médias qui nous montrent ces informations, est-ce que nous avons les médias par exemple du Brésil, nous avons les médias d'État du Brésil, nous avons la possibilité de voir un média d'État brésilien nous donner aussi l'information. C'est cela, parce qu'en Afrique, nous n'avons pas encore toujours l'information juste. Aujourd'hui, Internet est là pour accéder à n'importe quelle information. Oui, Internet est là, mais est-ce que, lorsque vous dites Internet est là, mais qui nous donne l'information? Est-ce que nous avons réellement les informations fiables, je dirais les fiables à 100%? Est-ce que l'information n'est pas déguisée? Est-ce que l'information n'est pas instrumentalisée? C'est vrai, il peut y avoir de la manipulation, mais bon, il faut passer à des recoupements. Parce que si, bon, peut-être vous pouvez ne pas comprendre quelle langue on parle en Corée du Sud, quand c'est France 24 qui vous envoie ça, ou bien c'est France 2, je ne sais pas quoi, mais il y a d'autres chaînes, d'autres langues. Vous pouvez accéder à l'information. La chaîne brésilienne est là. Si vous ne l'avez pas à la télé, vous pouvez y accéder à travers Internet, où l'État donne sa version, et puis vous faites maintenant votre analyse. Oui, effectivement, comme je dis, je ne conditionne pas la mauvaise gestion mais je dis que vous maîtrisez tout un ensemble d'aspects lorsqu'on doit prendre une décision, lorsqu'on veut s'immiscer dans l'affaire internationale. Il faut maîtriser tout un ensemble de paramètres et c'est très important. Parce que voir une foule de personnes, une foule d'individus qui manifestent, cela n'est pas forcément, cela ne traduit pas forcément le ras-le-bol de toute la population. On a vu le cas en Turquie, on a vu le cas en Côte d'Ivoire. Donc il faut tenir compte de tous ces aspects et avant de prendre une décision. Alors, dernière question, Cyril Yao. Les États-Unis et la Russie sont en France en ce moment et on accuse Vladimir Poutine d'avoir interféré dans l'élection
présidentielle américaine qui a porté Donald Trump au pouvoir, qui va prêter serment le 20 janvier prochain. Et donc, Obama a sanctionné la Russie en expulsant 35 diplomates russes. Comment voyez-vous la suite des relations entre ces pays, étant entendu que Donald Trump, quand même, c'est un pro-russe? Bon, je ne veux pas affirmer Je ne veux pas affirmer qu'il est un pro-russe, mais je dirais que voilà, il y a une sorte de guerre froide à nouveau, une nouvelle forme encore de guerre froide, je dirais guerre tiède en griffe. Voilà, donc il y a une nouvelle forme de guerre qui s'installe et je dirais il faudrait attendre l'administration Trump pour voir l'issue des relations internationales. Il faudrait voir l'issue pour voir l'issue des relations internationales. Donc je ne pense pas que le monde est conscient, les Russes et les Américains sont conscients de leurs intérêts réciproques et aussi de l'idée de la paix, de l'importance de la paix dans le monde et tout. Donc je ne pense pas qu'on pourra assister à un cataclysme, à une nouvelle forme de guerre mondiale et tout. Je pense que ces deux puissances seront aménagées tant soit peu leurs intérêts pour qu'il y ait toujours un équilibre dans le monde. D'accord. Cyril Yao, je vous remercie. Vous êtes titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales de second degré en histoire, obtenu à l'université d'Abidjan, également d'un BTS en ressources humaines et communication, et d'une licence professionnelle en gestion des entreprises et autres organisations au Centre d'études supérieures de gestion César à Dakar. Vous avez d'ailleurs été le major africain de votre promotion à l'entrée de cette école-là. On a fait le tour avec vous de l'actualité ivoirienne, africaine et mondiale. Ce n'est plus point comme vous remercier encore d'être passé.